ont été qualifiées de lois scélérates, et pas par n'importe qui, par Léon Blum, qui était jeune juriste, par Jean Jaurès. Ça a troublé le débat démocratique. Donc il faut prendre des lois efficaces, fermes, impitoyables, mais efficaces sans être scélérates, c'est-à-dire sans trahir ce que nous voulons défendre, c'est-à-dire une démocratie où l'état de droit règne en maître. Bonsoir Père Patrick Desbois, vous êtes prêtre catholique français, président de Yad in Unum, directeur du service national des évêques de France pour les relations avec le judaïsme, et vous êtes aussi engagé auprès de la population yézidi en Irak, cette population massacrée par Daesh. Vous avez écrit entre autres La fabrique des terroristes dans les secrets de Daesh. Votre analyse est très intéressante forcément, mais d'abord j'ai envie de vous demander votre réaction en tant que prêtre. Est-ce que vous avez un message à faire passer ce soir? D'abord, c'est un état de choc. Je suis l'ancien directeur du service, mais c'est un état de choc. Je reviens d'Irak avec mon équipe, où on accueille des femmes qui ont réussi à se libérer de Daesh après 5-6 ans, des femmes yazidis. Elles ont été revendues 25 à 35 fois. Elles ont eu des grossesses forcées. On leur a enlevé leurs enfants. Et puis on arrive en France et on apprend qu'on vient de décapiter un professeur. Mais c'est un état de choc, c'est la charia chez nous. Et puis alors après on apprend qu'on a égorgé des femmes dans l'église à quelques jours de la Toussaint, le jour de la fête de Mohammed. Mais c'est la charia. Donc il faut réaliser le poids religieux qu'il y a derrière, il faut réaliser aussi qui a émis des fatwas de l'étranger un peu partout par les médias sociaux. Et pour moi c'est un état de choc parce que la charia en Syrie, j'en ai entendu parler tout le temps. Les crucifixions à Raqqa, on a entendu parler tout le temps, les décapitations, les homosexuels jetés des immeubles. Mais à Nice, mais en banlieue parisienne, c'est chez nous. Il y a aussi ce qui s'est passé aujourd'hui en Arabie Saoudite, une attaque devant le consulat français, un vigile qui a été attaqué. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux l'ancien Premier ministre de Malaisie qui appelle carrément au meurtre ici en France. Est-ce que vous sentez une haine qui monte de plus en plus, vous qui êtes sur le terrain? Mais ce n'est pas simplement une haine, c'est que quand l'ex-premier ministre de Malaisie, Mahathir Mohamad, annonce que les musulmans ont le droit de tuer des Français, il lance une fatwa électronique. C'est comme une nouvelle internationale islamiste par électronique. Avant, ça ne pouvait pas se faire. Si un type disait quelque chose en Malaisie, qu'il saurait à Paris, tandis que là, c'est comme une fatwa. Erdogan a lancé les chiens. Donc, petit à petit, il se lève des gens qui disent « mais je vais la mettre en œuvre, cette fatwa. Moi, je vais liquider le professeur. » Et comme vous disiez, il n'est pas seul, il y a des gens qui vont l'aider. Le monsieur qui s'est présenté à l'église aujourd'hui, il ne devait pas être seul non plus, mais il exerce. Et je suis sûr qu'il est un héros. Il a un héros là-bas en Afghanistan, il a un héros dans les camps de Daesh, il a un héros en Iran. Il faut voir aussi que le boomerang, on analyse tout chez nous entre Strasbourg et Nice, mais les islamistes, ils ne vivent pas du tout comme ça. Les médias sociaux ont changé leur planète. Ils peuvent se communiquer, établir des fatwas et les faire mettre en œuvre, je dirais, en rien de temps. Avant, un petit enfant du Pakistan ne pouvait pas entendre une fatwa. Il est important le message aussi lancé aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui appelle au calme. Il envoie un message de paix au monde musulman. Est-ce que ça vient trop tard selon vous? On vient toujours trop tard, mais c'est facile de le dire. Il est vrai que maintenant, il faut que la diplomatie, je dirais, se mette en route à grande vitesse pour que les chefs d'État qui ont lancé les loups reviennent au calme. Sinon, il va se lever d'autres jeunes. Demain, ça sera une infirmière. Après, ça sera une école maternelle. Pourvu que ça fasse du bruit, il faut comprendre que ces gens-là sont des héros et que s'ils sont morts, comme celui qui a tué le professeur, ils sont au ciel. Je dis ça parce qu'il y a toute une perception religieuse de ces tueurs qui ne sont pas vus comme des terroristes, mais des gens qui se débarrassent des mécréants qui ont blasphémé. Un blasphémateur, la tête coupée. Ils ont fait ça à Raqqa tout le temps. Mais qu'ils le fassent chez nous, c'est un énorme pas. Parce que de leur côté, c'est une énorme victoire. Merci Patrick Desbois d'avoir réagi ce soir sur BFM TV. Raphaël Maillochon, je voulais qu'on ait de nouveau un mot pour les victimes. Qu'est-ce qu'on a comme information pour les raconter? Ce que l'on sait des victimes, donc 3 victimes, 2 femmes et un homme. La première victime, c'est une femme âgée de 60 ans, une femme qui a été donc retrouvée décédée à l'entrée de l'édifice religieux. Je reprends les mots du procureur national antiterroriste, égorgement profond de l'ordre de la décapitation. Voilà donc pour cette femme de 60 ans qui était entrée dès l'ouverture de la basilique donc pour aller prier. La deuxième victime, la seconde victime, c'est un homme de 55 ans. Ce que l'on sait, c'est que c'est le sacristain bien connu de la part des fidèles qui s'appelle Vincent, père de 2
enfants. On le voit On découvre la photo donc à l'écran. Donc ce sacristain de 55 ans, 2 enfants, lui égorgé lui aussi avec une plaie profonde au niveau de la gorge. C'est la seconde victime, Vincent. La troisième victime, c'est une femme de 44 ans, décédée, elle, de multiples plaies à l'arme blanche. Une femme qui est sortie de l'église aux alentours de 8h54, très précisément, avant d'aller se réfugier auprès d'un commerçant et de décéder quelques minutes plus tard des suites de ses blessures. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir ce soir. Nous parlons à présent de l'autre grand titre, le mode d'emploi du reconfinement, puisque vous l'avez bien compris, ça va commencer ce soir à minuit. Regardez, l'attestation est disponible, l'attestation pour pouvoir sortir. Ça va vous rappeler les souvenirs du printemps. Vous pouvez la télécharger. C'est ainsi qu'on la trouve sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur l'application Tous Anti-Covid. Il y a peut-être plus de cases à cocher qu'avant. C'est vrai que, par exemple, pour les parents, il faudra 3 attestations. Celle du déplacement dérogatoire qui permet notamment d'aller faire les courses ou d'aller à un rendez-vous médical. Celle du déplacement professionnel et puis celle du trajet scolaire, puisque les écoles